Alors, retour sur la polémique autour des propos de la ministre du droit des femmes, de l'enfance et de la famille. Alors, en fait, je pense qu'il y a eu une déferlante de réactions sur cette question et de ce qui semble assez légitime, je dois dire, concernant les propos. Alors l'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu en quelques points, en 3 points, qu'est-ce qui fait polémique et comment est-ce qu'on peut interpréter en fait cette controverse et qu'est-ce que nous dit aujourd'hui cette controverse, à la fois de la question de l'espace public et la façon de l'appréhender en France. Dans un deuxième point, la question aussi raciale et coloniale, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de l'imagerie française sur les questions liées aux racisés, et troisième point, sur la question des dissensions entre les féministes, sur la question autour du voile et de la manière dont les femmes sont censées ou devraient s'émanciper. Alors le premier point sur la question de l'espace public. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu aussi également on a eu les propos de Manuel Valls qui disait la chose suivante: on ne peut accepter que dans nos sociétés, on veuille effacer la femme de l'espace public. Et il a tenu ses propos lors d'une question parlementaire mardi dernier pour soutenir en quelque sorte la ministre du droit des femmes dans ses propos. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il fait référence à l'espace public parce que c'est une politique qui est fondamentalement une polémique, qui est fondamentalement liée à la perception, si vous voulez, française de l'espace public. Dans l'espace public tel que finalement la culture française, même si c'est assez compliqué et assez délicat pour une sociologue d'utiliser le terme de culture française, eh bien il y a l'idée que l'espace public doit être un espace neutre. On retrouve aussi la définition du philosophe allemand Jürgen Habermas qui disait que l'espace public c'est un espace où les citoyens raisonnables et rationnels, comme dirait John Rawls dans la justice pour l'équité, la justice comme équité, il y a cette idée donc que l'espace public est un espace où les citoyens raisonnables et rationnels eh bien, peuvent échanger en toute égalité, si vous voulez, et s'affranchir des des déterminismes sociaux, des déterminismes culturels et religieux. Et donc il y a cette idée que, affranchi du carcan religieux et affranchi des positions individuelles et personnelles, eh bien les citoyens pourraient véritablement débattre les uns avec les autres en bonne intelligence et avec bienveillance. Ça, c'est la définition assez française, et c'est le philosophe allemand, mais on s'approprie totalement cette définition en France, et cette idée que l'espace public doit être un espace neutre. Et on a, depuis la Troisième République, principalement, mais également avant, avant, je vous le rappelle, on demandait aux églises protestantes, eh bien, lorsqu'il y a eu, notamment, quand on a arrêté de massacrer les protestants, il y a eu cette idée qu'on ne devait pas pouvoir reconnaître une église protestante à l'extérieur. Donc il y a cette idée qu'il faut évider l'espace public, finalement, de signes religieux, et de signes religieux qui soient d'autant plus non conforme finalement à ce que le politique établit comme la religion bonne, ou ce qui est censé être la vie bonne. Donc avant c'était le catholicisme, avec l'arrivée de la Troisième République, il y a cette idée que dans l'espace public, ce qui doit prévaloir, c'est la réappropriation laïque de l'espace. On a dans les mairies les horloges qui viennent concurrencer, qui viennent rappeler le temps, et battre le temps, battre le pouls de la ville, de la cité, à la place des cloches de l'église qui, avant cela, marquaient le temps. Donc il va y avoir plusieurs réformes comme ça qui vont viser à se réapproprier, une réappropriation profane, si vous voulez, ou laïque, même si le terme n'était pas employé à cette époque, de l'espace public en procédant à la forclusion du religieux dans les espaces privés. Donc il y a cette idée qui se déploie à partir de la Troisième République. Il va y avoir plusieurs municipalités, plusieurs maires qui vont interdire les sonneries de cloches, qui vont vouloir interdire les processions publiques dans l'espace public, les processions catholiques. Et le Conseil d'État va avoir une politique qui est dans le sens de la promotion des libertés religieuses et rappeler que la liberté religieuse est une liberté, la liberté de culte, est une liberté qui s'exerce aussi publiquement et collectivement, et qu'on ne peut pas interdire aux catholiques notamment de faire une démonstration de leur croyance publique, dans cet espace qu'est l'espace public. Mais il y a cette idée en France, et c'est resté, et c'est de plus en plus le cas, surtout
à partir du moment où a commencé à se poser la question de la visibilité religieuse musulmane dans l'espace public. Alors c'est pas nouveau, hein, la visibilité religieuse musulmane, mais on va dire qu'à partir de 1989, on va avoir un certain nombre de controverses, et ces controverses vont concerner principalement les femmes. C'est-à-dire que c'est non seulement la visibilité religieuse musulmane dans l'espace public qui fait polémique, mais spécifiquement sa dimension genrée, sa tranche féminine. 1989, on n'a pas de décision juridique, hein, on n'a pas de décision légale, je veux dire, mais on a une décision juridique. Lionel Jospin fait appel au Conseil d'État qui considère que les jeunes filles peuvent accéder à l'école publique voilée. Il n'y a pas de contre-indication, hein, on pourrait dire ça comme ça. En 1995, vous avez la circulaire Bayrou. En 2004, vous avez l'interdiction des signes ostentatoires dans les écoles, à comprendre plus le droit de porter le voile dans les écoles de la République, sauf à l'université. Et puis en 2010, on a une interdiction généralisée de dissimulation du visage dans l'espace public, hein, qui est en fait une interdiction de la burqa, dans l'espace public. Donc on a une espèce d'évolution comme ça, où au départ ça ne concerne que les écoles, hein, c'est le cas de 2004, puis ensuite on a un certain nombre de circulaires, notamment la circulaire de Luc Châtel sur la question des parents d'élèves qui n'étaient pas concernés au départ par cette interdiction de porter des signes ostentatoires et qui vont le devenir. Donc on va voir comme ça un élargissement progressif de la neutralité qui serait due dans l'espace public, notamment dans les espaces qui sont liés à l'école, et puis ensuite dans tout ce qui est métier aussi de la petite enfance, avec des débats autour de est-ce que l'on peut être une nounou voilée, est-ce qu'on a le droit d'exercer comme ça, et également dans l'espace privé, est-ce qu'on peut être un salarié ou être une salariée de l'espace du privé en portant le foulard. Donc on voit ici qu'il y a une espèce d'élargissement progressif de l'interdiction presque qui est faite de visibiliser ces croyances religieuses dans l'espace public, avec comme des espèces de cercles concentriques, et plus ça va et plus il y a généralisation de l'interdiction ou limitation en tout cas du droit et de la liberté de pouvoir porter les vêtements que l'on veut en fonction de ses croyances religieuses. Donc on voit que c'est intimement lié à la question de l'espace public en France, et comment est-ce qu'on considère cet espace public? Est-ce que l'espace public doit être neutre religieusement, ce qui n'est pas, je tiens à le rappeler quand même, ce qui n'est pas un dispositif juridique, c'est pas du tout ce qui est prévu dans la loi du 9 décembre 1915, qui est plus connue sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il y a l'idée que la liberté de culte est aussi une liberté publique, et que ça fait partie intégrante des libertés individuelles. Donc voilà, la première chose, c'est pourquoi est-ce que ça fait polémique? Ça fait polémique parce qu'il y a la question de la visibilité des femmes dans l'espace public, et encore plus de la visibilité de ces femmes musulmanes dans l'espace public, mais cette fois-ci aussi dans ce qui est donné à voir, qui est la question de la mode. Alors, le débat est d'autant plus intéressant qu'on a tendance à ne pas contextualiser ce qu'on considère être comme la mode. La première erreur, me semble-t-il, c'est de dire la mode et non pas les modes. Donc il y a l'idée qu'il y a une mode universelle. Et ça me rappelle ce que disait Pierre Bourdieu lorsqu'il disait que l'opinion publique n'existe pas. Il s'agit du point de vue des dominants qui se présente et s'impose comme point de vue universel. Donc il y a aussi cette idée-là. Il y a l'idée qu'il y a finalement une mode, et cette mode, elle serait, si vous voulez, circonscrite dans le temps et l'espace. Ce serait une mode qui serait occidentale et qui serait moderne, vous voyez, cette idée de modernité, et qui s'étendrait presque que par capillarité, et dans cet universalisme, dans d'autres régions du monde. Donc il y a aussi, on a entendu des propos comme ceux de Pierre Berger et d'autres qui pensent que la mode est là pour émanciper les femmes, et que le port de la jupe, le port du pantalon, le fait d'avoir accès à d'autres vêtements sont des facteurs d'émancipation. Effectivement, en ce sens, la haute couture a pu être avant-gardiste et donner accès aux femmes à un certain nombre de vêtements auxquels elles n'avaient pas accès au nom finalement du patriarcat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne serait pas passé d'un patriarcat qui imposerait aux femmes de se couvrir à plus de patriarcat du tout, qui serait incarné par la mode d'aujourd'hui, parce que finalement les femmes seraient de plus en plus libres à mesure que leur jupe se raccourcit. L'idée, c'est que, et le point de vue que je défends, c'est qu'on est passé d'un type de patriarcat qui interdisait aux femmes de porter certaines tenues à un autre type de patriarcat qui procède à l'objectivation du corps des femmes, c'est-à-dire le fait de le réduire
à l'état d'objet, et le fait de s'en servir comme instrument commercial et consumériste. Et qu'il s'agisse d'imposer à une femme de porter quelque chose ou qu'il s'agisse d'imposer à une femme de ne pas le porter, on est toujours dans la même logique, qui est une logique d'imposition, la plupart du temps par des hommes, la plupart des créateurs sont des hommes, c'est très intéressant aussi. C'est ce que dit Pierre Berger quand il dit qu'il est pour l'émancipation des femmes. Je rappelle quand même que les femmes n'ont pas attendu les hommes et les membres de la haute couture pour combattre pour leur liberté, je veux dire à l'échelle historique. Et on le sait bien aussi, la mode au sens... en fait, si vous voulez, la mode c'est plutôt la façon de véhiculer une image du beau. Qu'est-ce qui est considéré comme beau? Qu'est-ce qui est considéré comme légitimement beau dans une société? On fait une erreur monumentale lorsqu'on croit que le beau... Et vous savez, il y a cette idée que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, il y a l'idée que le beau serait quelque chose d'objectif et que on aurait comme un espèce d'œil universel qui décréterait que quelque chose est beau. C'est absolument faux. Il y a notamment les travaux de Norbert Elias sur la question de la beauté, des critères de beauté. Qu'est-ce qu'on considère comme beau et comment est-ce que ça évolue? Donc si à une époque être beau, c'était être enrobé, avoir une forte corpulence et être très blanc, eh bien aujourd'hui c'est tout le contraire. Être beau c'est être très mince et avoir un teint hâlé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de définition de ce qu'est le beau si on considère que le beau est quelque chose d'universel et d'intemporel? Eh bien Norbert Elias montre bien que ce qui est considéré comme beau, c'est ce qui est considéré comme étant ou ce qui émane de la classe dominante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être de forte corpulence et être blanc, eh bien ça signifiait être riche. C'était une façon de signifier, d'extérioriser, d'exprimer sa richesse. Puisque si on était clair de peau, ça signifie qu'on n'était pas exposé au soleil, qu'on n'avait pas à travailler dans les champs, et qu'on avait donc les moyens de ne pas travailler dans les champs. Et si on était fort, de forte corpulence, c'est qu'on avait les moyens de beaucoup manger, et c'était un signe extérieur de richesse. Donc il ne faut pas oublier que les critères de beauté dans une société sont de manière totale, voilà, sont totalement intriqués, imbriqués, entremêlés avec les critères de domination. C'est-à-dire que les classes dominantes définissent ce qu'est le beau, puisque le beau leur ressemble. Et si vous voulez, il y a des stratégies comme ça de distinction, pour reprendre un terme bourdieusien, des classes dominantes avec les classes plus modestes ou les classes prolétaires, et ces formes de distinction, c'est aussi physique. À partir du moment où, si vous voulez, aujourd'hui, être tanné, avoir un teint hâlé, être bronzé, ça signifie qu'on a les moyens d'aller à la plage, ça signifie qu'on a les moyens de partir en vacances. Être fin et musclé, ça signifie qu'on a les moyens de se payer une bonne alimentation à l'heure où le fast-food est devenu moins cher que d'aller s'acheter des légumes. Donc il y a cette idée que les critères de domination, les critères de beauté ont changé en même temps que les critères de la domination sociale et les moyens d'exprimer cette domination sociale. Donc ça c'est extrêmement important. Donc la mode n'a rien d'universel. La mode c'est une classe dominante, une classe, ou plutôt des classes dominantes, mais de plus en plus on va dire une classe dominante, mais ça c'est tout un débat en sciences politiques, qui édicte ses propres critères de beauté, et c'est fait, et ça a été fait notamment, l'un des instruments finalement de cette domination, de cette hégémonie de la beauté occidentale, c'est la mode. Voilà, c'est la mode au sens où on l'entend, c'est-à-dire lorsqu'on la met au singulier. Et donc les crispations autour de la mode islamique sont très intéressantes, puisque si vous voulez Dolce & Gabbana ou les autres marques qui se sont mis à la mode pudique, montre qu'il y a ne s'adresse pas, si vous voulez, aux classes prolétaires, ça s'adresse pas aux femmes musulmanes prolétaires, ça s'adresse pas à la marocaine qui porte son fichu dans les cheveux et qui va aller chercher l'eau à 30 km de chez elle pour certaines. Ça s'adresse pas à elles, ça s'adresse aux femmes qui ont un certain statut social et un certain statut économique et qui ont les moyens de s'offrir de telles collections. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que la mode, qui est, je vous le rappelle, l'un des outils finalement privilégiés, en tout cas la mode telle qu'elle est entendue ici en Europe, un des outils privilégiés finalement de diffusion de ce qui est le beau pour les classes dominantes, se met à diffuser d'autres types de beau, et pour aussi des classes qui sont tout autant dominantes, mais qui sont considérées comme moins légitimes.
C'est-à-dire que vous avez des classes richissimes dans les pays du Golfe, dans les pays dits arabes, hein, même si on ne sait plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui qu'un pays arabe, mais il y a cette idée-là. Mais ces classes dominantes, est-ce qu'elles pourraient édicter comme beau ne nous intéresse pas, puisqu'il y a l'idée qu'il y aurait une hégémonie esthétique, et que cette hégémonie esthétique doit être une hégémonie occidentale. Et c'est d'autant plus intéressant que Pierre Berger, qui fait partie donc, de la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent, et qui défend la mode comme étant un outil d'émancipation, participe aussi à cette idée qu'il y a un type de beauté légitime, et il y a un type de beauté qui devrait être exporté, qui est la beauté occidentale, en commercialisant des produits éclaircissants. Vous voyez? Et vous allez me dire, bon, est-ce que c'est pas un peu antinomique avec l'idée qu'il faut être bronzé? C'est pas toutes les teintes de peau qui sont considérées comme légitimes. Si vous êtes considéré comme étant blanc, une racialisation blanche, et que vous êtes bronzé, alors c'est quelque chose de positif. Mais si vous êtes considéré comme étant trop foncé, comme étant dans une teinte qui n'est plus appropriée, alors vous n'êtes plus considéré comme un critère de domination, et vous devez chercher à vous blanchir. Et ça passe par les produits de blanchisation de la peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode privilégie une forme de domination, qui est une forme de domination de femmes qui sont très grandes, qui sont très minces, et pour certaines c'est pathologique, et qui sont blanches de peau pour la plupart, ou en tout cas qui sont claires de peau, si ce sont des femmes, des personnes qui sont issues des communautés de couleur. Et voilà, donc il y a aussi cette idée qu'on promeut, un type de beauté, et un type de beauté qui serait fondamentalement une beauté blanche, et c'est ce qui fait que des femmes noires se blanchissent la peau, et c'est ce qui fait que les femmes asiatiques qui défilent sont des femmes qui se font débrider les yeux, puisqu'il faut être exotique, mais pas trop. Donc voilà, il y a cette idée de, il n'y a pas une mode, mais il y a effectivement des modes, il y a toujours eu réappropriation de ces modes par les différents groupes, c'est-à-dire qu'on n'a pas les femmes riches du monde entier, qu'elles soient pudiques ou non, qu'elles soient juives orthodoxes, ou qu'elles soient évangélistes, ou qu'elles soient musulmanes voilées, n'ont pas attendu Dolce & Gabbana pour les plus riches d'entre elles pour porter ce type de marque. Elles se sont réappropriées ces marques qui sont signes de richesse avec leur propre code. Donc il y a toujours ces mécanismes-là de réappropriation des critères de la domination. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'est-ce qui est considéré comme une mode légitime et qu'est-ce qui est considéré comme une mode non légitime, qu'est-ce qui est considéré comme une beauté légitime et qu'est-ce qui est considéré comme une beauté illégitime. Donc ça c'était sur la question de la mode, la question de l'espace public. Il y a également toute la polémique autour du terme nègre que la ministre a employé. Alors c'est assez drôle, puisqu'il faut le dire comme ça, hein, puisqu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, de voir comment il y a eu des tentatives d'excuses camouflées en disant finalement vous avez les apôtres de la négritude qui utilisaient Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et d'autres qui utilisaient la question de la négritude comme étant quelque chose dont on pouvait être fier. Oui, comme l'ont dit certains, la ministre n'est pas Aimé Césaire et n'est pas noire. Et on va dire que du coup c'est une forme de discrimination de ne pas autoriser quelque part une personne qui n'est pas noire à utiliser les mêmes termes que les noirs eux-mêmes s'octroient d'utiliser. Mais que ce soit la question des noirs ou pas, on ne peut pas déshistoriciser un terme. Et l'historiciser, c'est voir que la première définition du mot nègre dans le Larousse, dans tout le premier Larousse, était une définition foncièrement raciste, puisque même le dictionnaire n'est pas neutre, il n'y a pas d'outil qui soit neutre. La dénomination, on dit plus sur la personne qui nomme que sur l'objet nommé. Hein. Ça, c'est l'idée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que l'emploi du mot nègre, qui est un mot qui est chargé de connotations racistes, ne peut pas être neutre, ne peut pas être objectif et ne peut pas être dépolitisé ou quelque chose qui ne fait pas polémique. C'était évident que ça allait faire polémique, même si elle dit que c'est une maladresse, c'est une maladresse extrêmement intéressante à analyser au niveau structurel. Mais là où le point qui est encore plus intéressant que le fait d'avoir utilisé ça, c'est de comparer et de dire, comme un état de fait, oui, il y avait des nègres américains qui étaient favorables à l'esclavage. C'est très intéressant parce que c'est une forme de déresponsabilisation, et ça montre aussi le poids mémorial, de la responsabilité, notamment française, qui bien sûr était un éminent commerçant commerçant d'esclaves, hein, et la question aussi des États-Unis, à l'époque où c'était pas encore les États-Unis et leur implication. Donc c'est des pays occidentaux qui ont commercé, c'est des pays occidentaux qui ont réduit en esclavage, qui ont capturé, qui ont mutilé, qui ont tué, qui ont transporté, et non pas des
dénègre. C'est aussi une forme de déresponsabilisation que de faire croire que quelque part, finalement, on est tous égaux dans ce commerce infâme, puisque les Noirs eux-mêmes y participaient. Certains Noirs eux-mêmes y participaient. Et c'est aussi une forme d'erreur historique extrêmement importante, puisque c'est aussi un dispositif impérialiste que d'utiliser des racisés contre d'autres racisés, des Noirs contre des Noirs, des colonisés contre d'autres colonisés. La révolte, par exemple, de Madagascar en 1957 a été matée, a été réprimée par des troupes qui étaient les troupes d'Afrique du Nord, qui étaient essentiellement composées de Marocains, d'indigènes marocains, comme on le disait à l'époque, et d'indigènes sénégalais. Est-ce que ça signifie que les soldats sénégalais et les soldats marocains qui sont venus réprimer la révolte de Madagascar dans le sang en 1957 étaient favorables à la colonisation qu'ils subissaient eux-mêmes, ou étaient favorables aux discriminations et aux traitements inégalitaires subis par les Malgaches? Absolument pas. Ça signifie juste que c'est une stratégie, c'est un dispositif impérialiste, un dispositif pour emprunter le langage, un langage sociologique de Michel Foucault. L'idée c'est que on utilise des racisés contre d'autres racisés. Et ça s'est fait pendant des siècles. Et c'est l'idée, voilà, que finalement, on fait faire le sale boulot, en quelque sorte, pour parler trivialement, par les racisés eux-mêmes. Et d'ailleurs, voilà, c'est une forme de domination. Donc, est-ce qu'il y avait parmi les personnes qui exploitaient et qui réduisaient en esclavage des Noirs? Oui, mais ces Noirs-là faisaient partie d'un dispositif esclavagiste et un dispositif impérialiste global dans lequel les maîtres d'œuvre, les stratégistes, ce sont pour la plupart des racisés blancs, ce sont pour la plupart des personnes issues de l'Europe. Voilà. Donc il y a aussi cette idée qu'il faut remettre ça dans son contexte, puisque c'est passé comme une lettre à la poste, comme si évidemment il y avait des Noirs qui étaient favorables à l'esclavage. Donc c'est intéressant, il me semble, de revenir sur ce point. Pour finir, puisque l'idée c'est d'essayer de faire à peu près court, le troisième point qui est intéressant, c'est comment l'idée de mode islamique paraît antinomique et comment la question des femmes voilées clive, et peu importe le champ dans lequel on est, esthétique avec la mode, la question du travail avec, et la petite enfance avec peut-on être nounou ou peut-on travailler dans une crèche et être voilé, ou voilà, dans tous les espaces, voilà, il y a une crispation, notamment au sein du champ féministe, sur la question du voile ou non. Alors, il faut savoir que pour beaucoup, l'idée de mode islamique, c'est fondamentalement antinomique. L'expression est elle-même oxymorique. C'est-à-dire que l'expression en elle-même, c'est presque deux opposés qu'on mettrait l'un à côté de l'autre. Alors, pour, on va dire, les pourfendeurs d'une mode qui serait émancipatrice et donc qui ne peut pas inclure, qui ne peut pas se satisfaire de reproduire des structures machistes et patriarcales dont le voile serait la quintessence, donc ça, c'est leur point de vue, c'est le point de vue de ces personnes, eh bien, on a l'idée que la mode qui est émancipatrice ne peut pas aller avec la question de l'islam, qui est par essence quelque chose, et notamment le voile, qui serait par essence quelque chose qui viendrait à réguler les comportements féminins et à empêcher l'émancipation des femmes en leur permettant de s'habiller comme elles le souhaitent. Voilà. Donc il y a cette idée que ce serait oxymorique et beaucoup de groupes féministes qui ont soutenu la ministre vont dans ce sens-là. La mode est là pour émanciper les femmes, le fait de pouvoir porter une jupe, le fait de pouvoir porter un costume, etc. Ça fait partie des révolutions et des évolutions féministes que la mode a permises. Voilà. Et l'islam qui voudrait couvrir le corps des femmes et donc exercer un contrôle social et patriarcal ne peut pas correspondre avec la mode. Il y a cette idée-là. Et vous avez en face exactement la même idée de la part de ceux qui sont considérés comme des traditionnalistes musulmans qui vont vous dire l'idée de l'islam et de la foi musulmane, c'est la modestie, c'est l'humilité. Et on ne peut pas être humble et modeste lorsqu'on participe à des logiques consuméristes de marchandisation du corps des femmes, qu'est la mode. La mode est là, et commerce, et objective au sens où réduit à l'état d'objet le corps des femmes, et ne peut pas être considéré comme quelque chose qui soit compatible avec les valeurs musulmanes, alors que l'islam serait censé être venu libérer les femmes, libérer notamment les femmes de cette sexualisation en outrance qu'elles subissaient, en leur permettant
de s'habiller différemment et de faire preuve de pudeur. Mais je rappelle que pour ces tenants, et pour d'autres tenants, d'autres interprétations, l'idée de pudeur s'applique aussi bien aux femmes et aussi bien aux hommes, et l'idée de mode musulmane pour femmes et pour hommes est antinomique avec les principes. Donc on voit ici que dans les deux cas, il y a l'idée qu'il y aurait une espèce d'antinomie par nature entre l'idée de mode et l'idée d'islamique. Et moi je pense que du coup ces deux interprétations passent sous silence si vous voulez, ou manquent un point important, qui est l'idée qu'il n'y a pas une mode mais qu'il y a des modes. C'est-à-dire que des tendances, il y en a toujours eu, des tendances vestimentaires, des façons de s'habiller en fonction du lieu où on se trouvait, par rapport à des aspects pratiques mais aussi par rapport à des aspects esthétiques, ça se fait depuis très très longtemps. Et que la mode n'est pas par essence émancipatrice ou n'est pas par essence aliénatrice. La mode, c'est ce que l'on en fait. Il faut éviter d'essentialiser, et tout dépend de l'instrumentalisation quelque part. Est-ce qu'on en fait un outil pour le plus grand nombre ou à l'inverse, ou l'inverse. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la mode étant aujourd'hui finalement une émanation des classes supérieures, elle a tendance à reproduire la domination et non pas à lutter contre la domination. D'accord ? Et il y a néanmoins des tendances subversives dans la mode. Il y a l'idée qu'à des moments précis, certaines collections ont pu faire du bruit et ont pu participer à mettre sur le devant de la scène un certain nombre de questions, notamment la possibilité et le droit des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. Mais le droit des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent signifie le droit de se couvrir ou le droit de ne pas se couvrir. Si on a une vision normative des choses et si on considère que s'émanciper c'est uniquement le droit de ne pas se couvrir ou uniquement le droit ou le devoir de se couvrir, alors on passe à côté même de la définition de ce qui est censé être la liberté et de ce qui est censé être l'émancipation. Donc pour beaucoup de féministes qui sont qualifiées de mainstream, l'idée c'est que les femmes voilées sont trop soumises par leur état ou auraient trop, pour celles qui le veulent, intériorisé la domination. C'est-à-dire que celles qui veulent porter le voile, elles ont trop intériorisé la domination pour être entendues et entendables. Et leur point de vue ne peut pas être défendu. Et en face, vous avez aussi les féministes, non, peut-être même pas que des féministes, vous avez les féministes musulmanes qui vont dire il y a plusieurs façons d'être féministe, et quelque part, ne me libérez pas, je m'en charge, et c'est moi qui décide des modalités de ma propre libération, et c'est être impérialiste et fondamentalement maternaliste que d'essayer de me dire ce que je suis censée faire ou non. Et puis en même temps, vous avez les traditionnalistes musulmans qui vont dire, vous voyez, c'est le meilleur exemple que l'on ne peut pas être féministe et qu'on ne doit pas être féministe, puisque les féministes sont pour une autre forme d'aliénation de la femme, une forme d'aliénation de la femme insupportable, qui est celle de commercer son corps et d'être toute nue. Donc là, on voit que les deux se rejoignent finalement. Les féministes mainstream, comme les féministes alternatives, comme certains autres traditionnalistes. Donc je pense que ce qu'a dit ce débat de plus intéressant, c'est est-ce qu'on peut accepter l'hétéronomie ? Est-ce qu'on peut accepter d'avoir des points de vue différents et que sur la scène internationale, ces hétéronomies, c'est-à-dire ces logiques différentes, ces normes différentes, eh bien, puissent cohabiter sans nécessairement se confronter. Alors pour certains, c'est un bien finalement que Dolce & Gabbana et d'autres marques aient fait ce pas de littéralement confronter deux univers normatifs qui seraient censés être différents, et pour d'autres c'est tout l'inverse. En fait, c'est pas la confrontation de deux univers normatifs différents, c'est pas une collection de mode islamique faite par des occidentaux, c'est pas l'interpénétration justement de ces deux univers de sens. En réalité c'est toujours le même, c'est la promotion d'un univers de sens qui utilise le marché et pour qui finalement le dollar, si le dollar n'a pas de couleur, et bien si l'argent n'a pas de couleur, et bien l'argent n'a pas non plus de religion, et c'est ce qui fait qu'il y a cette espèce aussi d'universalisme économique et cet universalisme marchand qui en réalité n'est pas véritablement un universalisme, mais comme je l'expliquais, vise aussi à promouvoir des formes de domination, et peu importe finalement leur couleur, des dominations par les personnes qui ont un background religieux musulman et par des personnes qui ne l'ont pas. Voilà, donc si je devais finir par quelques mots pour conclure ces 30 minutes pour ce retour sur l'actualité je dirais que les points qui sont à retenir, c'est cette vision très franco-française de l'espace public qui devrait être épurée de signes religieux. Deuxièmement, sur la question des nègres et sur le fait qu'évidemment ce n'est pas un terme qui soit anodin ni neutre, mais un terme fondamentalement raciste, et le fait qu'elle
et qui est aussi tout un dispositif colonial et impérialiste qui a été oublié, qui fait qu'effectivement certains noirs étaient utilisés pour réduire en esclavage d'autres noirs, mais pas de leur propre chef, mais dans un système plus global qui a été mis en place par les puissances européennes. Et pour finir, la question encore de la traditionnelle division des féministes autour de la question du voile, mais aussi autour de la question de la prostitution. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait un peu plus tôt lorsqu'on a vu le débat qu'il y avait entre justement Jean-Jacques Bourdin et la ministre du droit des femmes, qui est revenue sur le fait qu'elle soit aussi une abolitionnisme de la prostitution. La conclusion, ce serait, est-ce qu'il y a des formes de féminité pure et des formes de féminité impure, des femmes qui mériteraient d'être défendues et des femmes qui mériteraient d'être combattues. Et c'est peut-être là que réside le fin mot de l'histoire. Je vous remercie pour votre attention.